Donc on est à la page 75, partie 2. Aimer au bon tempo, il est essentiel de ménager une place à l'interpréter, à l'ininterpréter, à la liberté pour l'autre de dire sans lui imposer une explication. Jean-Bernard Pontalis, Entre le rêve et la douleur. Page 76 dans cette vidéo-là jusqu'à page 123. Quiz. Comprendre sa sensibilité pour mieux aimer. Dans le tableau qui suit, entourez les lettres de la deuxième colonne pour chacune des phrases qui vous correspondent. Je souhaite être comprise, compris et accepté avec ma sensibilité. A. Je sature vite, j'ai l'impression d'être débordée, d'avoir trop d'émotions. B. Chaque sensation, émotion ou sentiment me touche profondément. C. J'ai peur de déranger ou d'être rejetée. A. Plus que tout, j'ai besoin de tendresse et de douceur. C. Ma grande sensibilité me permet de tout vivre plus intensément. B. Quand j'aime quelqu'un, je m'implique énormément et spontanément. C. J'ai besoin de temps seul, pour me reposer. B. Pour moi, la relation amoureuse semble à une aventure partagée. A. Une fois que j'ai pu me ressourcer, je suis plus disponible pour aller vers l'autre. B. En amour, je souhaite être accueillie et recevoir des marques d'attention. A. Je souhaite réellement le bonheur de l'autre et je me démène pour y contribuer. C. Faites le calcul de A, de B et de C que vous obtenez. Vous avez entouré une majorité de A. Vous envisagez la relation amoureuse comme un cocon protecteur, un refuge à l'abri duquel vous pourrez couler des jours tranquilles avec la personne que vous aimez. Vous attendez beaucoup de réciprocité, de compréhension mutuelle et d'harmonie partagée. Vous obtenez une majorité de B. Vous vivez de façon particulièrement intense. Vous êtes très enthousiaste et peut-être avide de sensations, de nouveautés. Parfois, votre impétuosité vous entraîne trop loin et vous vous sentez fatigué. Si vous vous octroyez un moment de repos, vous vous sentez capable de repartir de plus belle. Vous avez une majorité de C, particulièrement sentimentale. Vous rêvez d'un grand amour empreint de vraie tendresse et de beaucoup de douceur. Votre générosité et votre dévouement naturel vous poussent à beaucoup vous occuper de l'autre et à vouloir assurer son bonheur. Vous avez obtenu autant de A, de B et de C. Peut-être avez-vous entouré toutes les lettres. Toutes ces propositions vous correspondent. Moi, j'aurais tout entouré. Alors, vous êtes l'exemple vivant de l'ultra-sensible en amour. La vie à deux vous va comme un gant. Vous êtes prête à rencontrer la personne juste qui correspondra à vos attentes et respectera vos besoins. Je sais, tu n'es pas obligé de toujours être d'accord avec moi. Je sais, mais j'ai l'impression que c'est la seule façon de me faire aimer. Petite illustration. Mais moi, je ne suis pas tout le temps d'accord avec les gens. Surtout quand il s'agit de violence. La violence, non merci. Garantir et protéger le bonheur de l'être aimé. Exercice 6. Essayez de vous observer pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines. Observez par exemple vos réactions à la stimulation, au stress, à la fatigue, etc. Vous pouvez noter dans un carnet ou dans ce livre le fruit de vos observations. Comment vivez-vous la stimulation par exemple lorsque vous recevez beaucoup d'informations à la fois, ou l'excitation quand vous avez envie de faire un tas de choses passionnantes ou de voir un être cher? Comment vous sentez-vous au début puis au bout d'un certain temps? Est-ce que votre excitation peut parfois se changer en stress ou en déprime? Vous trouvez-vous en fait fatigable? À quel moment de la journée ou de la semaine vous sentez-vous le plus fatigué? Avez-vous repéré des circonstances qui augmentent votre sensation de lassitude? Êtes-vous facilement contrarié, impatient, impatiente, irrité? Dans quelles conditions ressentez-vous du dégoût ou un trop-plein? Avez-vous besoin de moments de solitude? Prenez-vous le temps de vous reposer? Quand, comment trouvez-vous que vous manquez de repos? Généalogie, histoire personnelle. La question des origines possibles d'une sensibilité élevée est en débat. D'un côté, la psychologue américaine Helen Aron, j'adore, suppose que cette origine est génétique. De l'autre, le psychanalyste de Ferenczi et Jung aujourd'hui affirme qu'elle se situe au cœur de l'histoire de chaque personne et de sa généalogie. Mes recherches depuis de nombreuses années m'ont permis d'observer que la piste génétique concerne un grand nombre d'hyperesthésies, c'est-à-dire d'extrême sensibilité sensorielle, au toucher, aux odeurs, à certaines saveurs, à la lumière, au bruit ou à certains sons. Pourtant, là encore, j'ai pu remarquer que des facteurs extérieurs, notamment de type traumatique, peuvent engendrer une hyperesthésie, comme ces étudiants de classe préparatoire dont les yeux sont surmenés pendant des heures entières, jour après jour, sur de longues périodes,
et qui deviennent hypersensibles à la lumière le temps de leurs études, voire longtemps après encore, ou ces individus ayant vécu un syndrome d'épuisement professionnel, burn-out, et ne supportant plus le bruit, sans parler des personnes qui habitent au centre-ville et sont devenues intolérantes au bruit, etc. Pour toutes les autres formes d'hypersensibilité, les patients que je reçois ou les témoignages que je recueille confirment également à chaque fois la piste de l'histoire personnelle et familiale. Un traumatisme, un abandon, un secret, une série d'événements manquants, pour soi ou dans la généalogie, les conditions de vie, une forme d'éducation, certaines croyances et bien d'autres facteurs encore sont à l'origine de leur ultrasensibilité. Et ce qui concerne cette recherche sur l'hypersensibilité en amour, la question des origines est complexifiée par les conceptions que chaque individu et chaque famille, voire chaque culture, porte au véhicule et entretient sur les relations amoureuses. Voir S. Thomas Sella, Les amours impossibles, Erol, 2011. La sensibilité, y compris excessive, est une chance pour l'individu qui en est doté, en ce qu'elle lui permet de vivre plus intensément son rapport au monde. Il est vrai que cette capacité a ses revers, à commencer par l'épuisement auquel elle conduit le sujet ainsi sollicité de toutes parts. Mais s'il faut réhabiliter la sensibilité en tant qu'enrichissement de la personne, il faut aussi rappeler que la perception décuplée que le sensible a de sa vie intérieure, il applique également à sa vie relationnelle. M.F. de Palacio, ouvrage cité, page 82-83. Cette citation indique des enjeux majeurs d'une forte sensibilité au sein d'une relation amoureuse. D'une part, la très grande importance accordée au sentiment de l'autre et à son bonheur, d'autre part, le risque d'épuisement émotionnel et nerveux. Je veux ton bonheur. Le bonheur, comme le malheur, est le propre de l'âme, écrivit Démocrite. Les ultra-sensibles que j'ai entendus cherchent à mieux vivre leur sensibilité, leurs sentiments et leurs émotions. Ils espèrent rencontrer une personne qui les accepte tels qu'ils sont, ou aider leur partenaire amoureux à mieux les comprendre. Le plus souvent, ils apprécient leur sensibilité, même si leurs émotions les dépassent. Elle ne les gêne que par rapport aux autres, surtout ceux qui la dénigrent, la rejettent ou s'en moquent. Comme ma mère. Plus encore, les grands sensibles reconnaissent que le regard d'un autre très proche, son avis, son bonheur ou son malheur sont prépondérants. Ils orientent leurs pensées et leurs actions. C'est le cas de Maya qui accorde beaucoup d'importance au bonheur, au malheur ou à la souffrance de ses proches. Je suis heureuse quand les gens que j'aime sont heureux et à chacune de leurs joies. Et je suis triste quand ils le sont. Maya. Le bonheur des autres compte énormément pour moi. En amitié, le bonheur de mes amis me rend heureuse. Mon bonheur augmente avec celui de mes proches. En amour encore plus. Inversement, si un drame arrive à un proche, je suis extrêmement touchée. Je me sens emportée comme si cela m'arrivait à moi aussi. Sophie. On peut dire qu'ils vivent selon la conviction que le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Ce qui est vrai dans les relations amicales l'est évidemment beaucoup plus dans le lien amoureux. Ceux qui vivent cette attention dans la réciprocité sont les plus fortunés. Oui, c'est encore plus vrai dans mon couple. On essaye d'être apaisant l'un pour l'autre. On fait très attention l'un à l'autre. La priorité, c'est l'autre. Par exemple, lors des conflits avec les parents de l'un ou de l'autre, c'est ma famille, Charles, mon compagnon, et Louise, ma fille, qui passe avant tout. Notre bulle est très solide. Marie. Dans d'autres couples, l'équilibre des sensibilités peut être plus long à trouver. Ainsi, Lucie raconte comment elle cherche cet équilibre avec son compagnon Stéphane, alors qu'ils ne vivent pas du tout de la même manière leur sensibilité très forte. Ce n'est pas forcément évident de se comprendre. Nous n'avons pas le même mode de relation. Moi, j'ai besoin de parler tout de suite. Pour moi, c'est insupportable d'être fâché. Lorsque Stéphane me fait la tête, je le vis très mal. J'ai besoin d'être rassurée. Lui, au contraire, il a besoin de plus de temps pour digérer de son côté et revenir quand il sent que c'est possible. J'en deviens presque harcelant pour lui. Je suis très en demande et j'insiste beaucoup. Lucie. Pour d'autres, cet équilibre est même laborieux à approcher, notamment quand leur culture et leurs habitudes familiales sont éloignées, voire opposées. Vanessa est guadeloupéenne. Elle a épousé un homme japonais. Beau mélange. En dépit d'un amour très fort entre eux, ils ne parviennent pas à communiquer facilement. En même temps, c'est deux sapiens entre eux, voilà quoi. Il ne montre pas ses émotions. Il a compris que la communication est indispensable pour le couple, mais il n'arrive pas à s'exprimer. Cela provoque des crises entre nous. Aucun ne sait comment aider l'autre. Vanessa. Enfin, pour certains, surtout parmi les hommes, le fait de découvrir sa sensibilité élevée permet de comprendre les échecs des relations amoureuses passées. Je me rends compte que ce que
que ce qui a beaucoup compliqué les choses dans mes relations précédentes, c'est de méconnaître mon hypersensibilité et l'hypersensibilité en général, de subir la saturation émotionnelle sans la comprendre, de ne pas évoluer dans un milieu avec des compagnes qui peuvent la comprendre, la sentir et ne pas la laisser s'exprimer. Raphaël. Raphaël met en évidence l'importance de connaître et reconnaître sa grande sensibilité, de pouvoir l'exprimer, mais elle pointe aussi un des séquelles des ultrasensibles, la saturation. Saturation émotionnelle et tendance à l'épuisement. Les personnes hypersensibles s'épuisent plus rapidement que les autres du fait qu'elles vivent tout de suite, tout de façon très intense et très impliquée. Elles ont besoin de digérer tout ce qui se passe pour elles. C'est pourquoi elles ont ce besoin crucial de se ressourcer, souvent et d'évoluer dans un univers équilibré. Ah, Island, hypersensible, comment gérer au mieux les situations du quotidien, Trédaniel 2019, que j'ai pas encore lu. Nous avons déjà pu observer que cela peut venir d'une peur de mal faire ou de ne pas en faire assez. Je m'occupais de tout, l'administratif, l'organisation, les enfants, la préparation des week-ends, des vacances, et le désordre revenait chaque jour. Je voyais tout ce qu'il y avait à faire, ranger, faire les courses, nourrir les enfants, les changer, leur donner le bain, les aider à s'endormir. Je cherchais des solutions pour le couple. Depuis sa seconde grossesse, mon épouse était trop déprimée pour s'occuper du quotidien. Elle me laissait m'en occuper, puis me reprochait d'être trop difficile lorsque j'exprimais ma fatigue et mon besoin d'être aidée. Sofiane. Du temps et de l'espace pour soi. Trouver des moments rien que pour soi, parfois même plusieurs fois dans la journée, est vital pour les ultrasensibles. Ils sont bien conscients de cette nécessité vitale. J'ai un immense besoin de solitude et de tranquillité. Pour moi, c'est difficilement envisageable de partager un espace. Je ne souhaite pas rendre de compte, c'est pour cela que je préfère travailler seule. Sophie. Moi aussi. J'ai besoin de mes moments à moi. J'ai besoin de solitude des espaces rien que pour moi. Marie. En couple, ce besoin est fondamental aussi et demande des aménagements de part et d'autre. Lorsque ce n'est pas possible, chacun préfère alors rester chez soi plutôt que d'habiter ensemble. Si les temps de repos ne sont pas suffisamment respectés, la saturation guette et se manifeste de diverses façons. Dégoût, lassitude, sensation de pléthore ou d'excès, nausée morale ou physique, impression d'être littéralement gavé. Cette saturation survient par la conjonction de deux facteurs bien connus des grands sensibles, la surstimulation et l'accumulation. Trop de stimuli, trop d'incitation ou trop de sollicitation provoquent une excitation qui peut dépasser les possibilités de la réguler, donc de la vivre agréablement, en donnant l'impression de maîtriser la situation. L'excitation laisse alors la place au stress, qui s'accumule inexorablement puisque les capacités de régulation sont débordées. Après les premiers signes d'impatience qui expriment un besoin de repos pas assez respecté, vient l'irritabilité, qui caractérise un état de saturation avancée, puis la crise de larmes, plus souvent pour les femmes, et la colère plus facilement pour les hommes. Les garçons ayant souvent appris à ne pas pleurer ou à ne pas exprimer leurs émotions devenus hommes, ils se retiennent tant qu'ils peuvent, puis inopinément explosent, deviennent violents ou se mettent en colère. Sofiane est un homme très calme et très doux. Lorsque l'excitation puis le stress et les contrariétés se sont trop longtemps accumulés en lui, il se sent à bout. Il lui arrive alors de craquer et de s'emporter. Il en est très malheureux après coup et observe alors que sa compagne a des difficultés à le comprendre et il se sent chamboulé, impressionné par la force de cette colère entrée que rien ne pouvait laisser présager. J'ai deux personnalités en moi. Une quand ça va bien, l'autre quand je suis débordée. Dans ce cas, je deviens rigide, réactif, abrupt, facilement en colère et je ne me reconnais plus. Non, je ne suis pas du tout cela. Cela ne me correspond pas. Sofiane. Pour clore ce chapitre, laissons la parole à une fillette de 12 ans dont le père est ultra sensible. Cet homme, Antoine, lui aussi particulièrement doux et posé comme Sofiane, devient irritable lorsqu'il est fatigué et peut se mettre en colère si la surstimulation est excessive. J'aime bien les étoiles. Il s'en veut énormément après il y a quelque temps. Il a même dit à ses enfants qu'il était fou, suite à un emportement qu'il a tout de suite regretté. Quelques jours plus tard, sa fille lui a donné une lettre dessinée et colorée, dont voici le contenu. Mon papa est fou. C'est lui qui me l'a dit un jour après s'être fâché. Au début, je n'ai pas voulu le croire. Je me disais pourquoi il dit cela. Il n'est pas fou du tout. Moi, je connais des gens fous, ils ne savent
Et ils ne sont pas comme ça. J'ai réfléchi plusieurs fois et voici ce que j'ai trouvé. Il y a deux sortes de fous. Ceux qui ne le savent pas et qui pensent qu'ils sont parfaits. Ceux qui le savent et qui sont des fous gentils, tête en l'air et originaux. Mon papa fait partie de la deuxième catégorie. Il est simple, dit ce qu'il pense, ne cherche pas à faire bien, reconnaît ses fautes et a peur d'être méchant. Mon papa ressemble à un ours. C'est pour ça qu'il est tout le temps fatigué, car les ours hibernent et papa, lui, n'hiberne pas. Il n'a pas le temps de se reposer. Grâce à son observation très fine et à une réelle capacité d'empathie, la jeune fille a pu mettre en évidence le lien entre fatigue, absence de repos, irritabilité, colère et grande sensibilité. La connaissance de cette corrélation est l'une des clés pour bien comprendre ce qui se joue dans une relation notamment amoureuse avec des personnes très sensibles. Petite illustration. Non, non, je ne peux pas voir ce film, il est trop violent. Ah bon, mais c'est juste Bambi de Walt Disney? Je crois que même Bambi, je ne l'ai jamais vu. Que je ne verrai pas avec elle. C'est souffrance mal entendue. Exercice 7. Vous souvenez-vous de circonstances bien précises dans lesquelles vous avez été gagné par l'émotion d'une personne proche de vous? De quelle émotion s'agissait-il? Comment cela est-il arrivé exactement? Comment vous sentiez-vous avant d'avoir rencontré cette personne et après? Pouvez-vous ainsi mesurer l'impact que peuvent avoir sur vous les émotions, les sentiments ou les idées des autres? Je suis plein de larmes. 2 jours avant de mourir, avance, en 1956, l'écrivain et journaliste français Henri Calais écrivait dans son carnet. C'est sur la peau de mon cœur que l'on trouverait des rides. Je suis déjà un peu parti absent. Faites comme si je n'étais pas là. Ma voix ne porte plus très loin, mourir sans savoir ce qu'est la mort ni la vie. Il faut se quitter déjà. Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. H. Calais, Peau d'ours, Gallimard, 1958. Ces 2 dernières phrases sont particulièrement saisissantes. Elles résument à elles seules la situation affective dans laquelle se trouvent les ultrasensibles. Il s'agit d'un tel trop-plein de sentiments, d'une telle surcharge de révolte, de souffrance ou de tristesse, contenue depuis trop longtemps, que la moindre brusquerie, une remarque peu amène ou simplement la plus petite mauvaise surprise peut venir rompre les digues et déclencher le déversement d'un océan de découragement, de douleur ou de malheur. Depuis les lamentations du prophète Jérémie dans la Bible, l'expression versée des torrents de larmes décrit le même phénomène sensible, d'autant plus présent et troublant dans les relations sentimentales que la relation amoureuse est la scène intime où se révèle notre plus grande fragilité. Nous commençons déjà à entrevoir qu'il ne s'agit pas seulement de cette forte capacité d'empathie qui le caractérise. Bien sûr, les grands sensibles sont capables de percevoir si le partenaire est en difficulté, en peine ou en joie, et peuvent faire preuve, grâce à leur observation très fine, d'une grande compréhension envers celle ou celui qu'ils aiment. Bien entendu, ils sont doués d'une belle intelligence émotionnelle, donc très à l'écoute, et capables de se mettre à la portée de la personne aimée, mais nous touchons là un aspect plus profond de la sensibilité élevée, qui correspond intrinsèquement à une vulnérabilité fondamentale que nous allons prendre le temps d'explorer. Ne me secouez pas. Ainsi, le refus de la brutalité ou le malaise face à la trivialité ne sont pas le fait d'une sensiblerie ou d'une pruderie d'un autre âge, ils sont l'expression d'une révolte face à la violence absurde, et plus que tout, une demande de tact, une prière de ne pas être secoué, c'est-à-dire brusqué, malmené ou chahuté. Cette attente de délicatesse de part et d'autre est centrale dans la relation amoureuse. Entre mon compagnon et moi, cela devient difficile de choisir un film. Je ne peux plus regarder des films interdits aux moins de 12 ans. Je ne supporte plus la violence et même la tristesse. Cela s'est même accentué ces dernières années. Je suis beaucoup moins insouciante. Pourquoi? Le monde est devenu extrêmement violent. Cela fait trop. Je n'en peux plus, Marie. Ce témoignage m'a confirmé que le plus souvent, l'hypersensibilité n'a pas un fondement génétique, mais très concrètement une origine historique et sociale dans la réalité des expériences vécues. Des décalages ou des désaccords peuvent alors effectivement naître dans le couple du fait de ce qui est apprécié ou préféré, mais surtout de ce qui est supporté par l'un ou par l'autre. Dans ce cas, chacun peut être amené à visionner de son côté ce qui lui convient le mieux. Je n'arrive plus à regarder des films violents, moi non plus. Ça me détruit, c'est trop déstabilisant pour moi. À l'intérieur, ça attaque mes fondations. C'est difficile pour Axel, mon conjoint, car il aime beaucoup les séries. Par exemple, il a voulu me faire découvrir The Leftovers. The Leftovers, il y a Christopher dedans, j'ai pas aimé.
Je suis à la saison 2, mais j'ai pas envie de continuer. C'est une très belle série sur un sujet grave, réalisée avec beaucoup d'intelligence, mais je n'arrive pas à la regarder. Cela m'est impossible, je retrouve tout ce qui m'attaque vraiment tout le temps. Sophie. Tout ce qui fragilise encore plus tout ce qui entre en résonance avec cette vulnérabilité de fond devient possible à soutenir, à supporter. Vivre à cœur ouvert. Il ne s'agit pas d'un caprice ou de zèle, encore moins d'une vue de l'esprit, mais d'une réalité autant physique que psychique. Je ne regarde plus la télévision depuis longtemps. Moi aussi. J'ai désactivé la lecture automatique des vidéos sur Internet. J'écoute de moins en moins les informations. Je vais même moins souvent au cinéma parce que c'est difficile de trouver un film qui me corresponde et les critères de mes amis ne sont pas les mêmes que les miens. Stéphane, mon compagnon, est frustré. De la même façon, je ne peux plus lire de livres sur les violences sexuelles, surtout s'il s'agit d'enfants, alors que je me démène dans une association pour entendre leurs souffrances et faire valoir leurs droits. Je ne peux plus lire ce type de livre, cela provoque une véritable effraction en moi. Lucie. Nous retrouvons cette sensation de vivre à cœur ouvert, comme l'a décrite Sofiane, voir le chapitre 5 de la première partie. Sensation d'être tellement ouvert et disponible qu'il n'est plus possible de se protéger derrière une carapace pour ne pas être touché. Ainsi sont les tout-petits. À ce propos, la journaliste Cécile Guéret fait très justement remarquer que tous les enfants sont hypersensibles car leur cerveau n'est pas encore parvenu à maturité. Sur France Inter, le 18 avril 2017. En deçà de l'empathie. Je ne vais pas revenir dans ce livre sur les différentes formes de traumatisme à l'origine de l'ultrasensibilité. Est Thomas Sella hypersensible, prosensible pour être heureux, OPSIP, déjà lu. Je voudrais simplement ajouter un nouvel élément qui concerne la dimension traumatique diversement présente en chacun de nous, qui peut être réactivé par des événements extérieurs imprévisibles et incontrôlables. L'être humain n'est qu'un bébé pleurant dans la nuit, un bébé pleurant dans la nuit sans autre langage que les pleurs. Écrivait le poète britannique Alfred Tennyson, A. Tennyson in Memoriam, traduction de l'auteur. Ainsi, certaines patientes et certains patients expriment à quel point il est éprouvant pour elles et pour eux, désolé pour le bruit, d'entendre pleurer un bébé ou un petit enfant. Cela leur est absolument insupportable, car cela vient incidemment réveiller la mémoire de leur détresse de tout petit, de leur impuissance ancienne et de ce qui est resté, inexpliqué, inconsolé en eux. Selon le même processus, des situations vécues de près ou de loin peuvent venir réactiver nos fragilités, quelles qu'elles soient, et nous rendre plus vulnérables, plus impressionnables, plus nerveux, irritables, anxieux, etc. Ainsi, dans le lien amoureux, ce que vit l'un retentit sur ce que vit l'autre, les ressentis de l'un impactent ce que ressent l'autre, et réciproquement. De plus, ce phénomène est d'autant plus fort que ce que nous éprouvons dépasse notre capacité à en prendre conscience et à l'exprimer. Une forme de capillarité émotionnelle. En effet, dans une relation, ce qui n'est pas exprimé clairement par des paroles, dans une coloration aux échanges et aux moments de présence commune, même silencieuse. Cette coloration concerne à la fois les émotions ressenties par chaque protagoniste ainsi que leurs pensées, imaginations, fantasmes. C'est ce que j'appelle l'imprégnation psychique. Ainsi, de façon non consciente, les émotions, les sentiments ou les pensées importantes pour l'un des conjoints peuvent progressivement imprégner, c'est-à-dire envahir et influencer la vie psychique de l'autre conjoint. Il devient dépositaire d'informations qu'il ne le concerne pas directement, mais qu'il tente d'appréhender, de repérer et d'élucider pour pouvoir vivre cette relation. Ce phénomène existe également dans la relation entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants. L'imprégnation psychique désigne plus particulièrement un phénomène qui prend place dans la durée. Si la coloration se met en place de façon rapide, parfois quasi immédiate, imprévisible et éphémère, il s'agit alors d'une forme de contagion sensible. À l'origine, le terme contagion désigne le contact, le fait d'être en contact, d'être touché. Aussi, la contagion concerne directement la sensibilité élevée, pour laquelle les perceptions sont une affaire de peau, au sens large donc de tact, de toucher à travers la peau physique et la peau psychique, le moi peau. Pour plus de précision, se reporter à hypersensible, trop sensible pour être heureux, partie 2, page 87 à 99. La contagion sensible, qu'elle soit de nature sensorielle, émotionnelle ou sentimentale, correspond à la diffusion ou même à la propagation
d'une sensation, par exemple la chaleur, d'une émotion, par exemple la peur, ou d'un sentiment, par exemple la tristesse. Cette contagion est d'ailleurs très bénéfique au lien amoureux puisqu'elle vient le renforcer en nous nourrissant de tendresse, de joie, de désir, d'attention, d'affection, etc. Elle peut aussi être effective pour des émotions ou des sentiments moins agréables qui ont plutôt tendance à éloigner les amoureux qu'à les rapprocher. Antoine se souvient d'une dispute mémorable avec sa femme un matin de Noël. Ils s'étaient accrochés à partir d'un mot, non pas à cause de son sens, mais sur lequel ils étaient bien d'accord, mais du fait de l'intonation spéciale que la femme d'Antoine avait utilisée. À travers cette inflexion, Antoine avait directement perçu que sa femme était épuisée et excédée. La violente et très brève querelle qui a suivi découlait de ce qu'ils n'arrivaient pas à se parler de cet épuisement qui les impressionnait et les inquiétait tous les deux. En observant les pleurs de sa femme et le long silence qui a suivi, Antoine a pu sentir à quel point la souffrance de son épouse ce jour-là l'avait directement impacté, devenant insupportable pour lui autant que pour elle. Le fait de pouvoir en parler plus tard dans la journée leur a permis de désamorcer rapidement ce conflit uniquement sensible car rien ne les opposait sur le fond. Ainsi, la contagion sensible est une forme d'influence invisible et inaudible, une influence muette en deçà du langage et même en deçà des perceptions conscientes. On pourrait aussi parler de propagation émotionnelle. La contagion des colères rassemblées. Cette belle expression est de l'écrivain français Jules Lemaître. Jules Lemaître, Les Contemporains, 1885, BR 2014, page 272. Elle met en lumière comment une personne en colère peut rapidement en contaminer une autre et inversement dans une interpénétration de deux influences, comme l'exprime bien le mot contamination. Cette altération de soi par simple contact avec autrui. Ne dit-on pas que la colère est communicative dans un couple comme dans une famille ou une foule? Cette semaine, j'ai eu 2 grosses engueulades avec mon mari. Il a tendance à être tout de suite sur la défensive, même si j'exprime un simple besoin pour moi. Il est tout de suite agacé. Du coup, je ne me sens pas comprise, même pas entendue, et je m'énerve à mon tour. Puis, comme il veut avoir absolument raison, il argumente par A plus B, avec une logique froide qui ne tient pas compte de mes ressentis. J'essaie de le lui expliquer et il ne me reproche d'être en colère, c'est sans fin, Nola. Mon compagnon m'accuse d'être tout le temps en colère, toute seule, mais je ne suis pas la seule à être en colère. En fait, sa colère augmente la mienne. Comme il ne veut pas reconnaître que ma colère est partagée, je monte dans les tours. Je crie, je ne me sens pas bien, et lui, malgré sa colère, il devient rationnel, alors que moi je pars dans les émotions. Puis, tout d'un coup, il fait son maître zen. Après qu'il soit sorti de ses gonds, il me reproche d'être en colère, moi, Odd. Et il est vrai que pour une personne très sensible, rien ne peut la mettre plus en colère que le fait de ne pas être respectée dans sa sensibilité et entendue dans ses ressentis, comme si cette sensibilité n'avait aucune importance et que le ressenti était nié. Alors que le compagnon d'Odd peut se montrer très sensible dans bien des occasions lors d'un conflit, il peut aussi devenir extrêmement rationnel, occulter ses émotions et celles de sa compagne. Cela enferme Odd dans une spirale infernale, comme si elle se cognait contre un mur. La fermeture de l'un provoque inévitablement la détresse de l'autre, puisque la communication s'arrête tout à coup et laisse complètement désemparer la personne qui, elle, reste connectée à sa sensibilité. Ce mécanisme nocif est également présent dans la perversion. La différence réside dans l'intention délibérée de nuire et de détruire de la part de la personne perverse, alors qu'ici il s'agit d'une défense inconsciente, sans intention dégradante, contre un trop-plein d'émotions. Dans cette situation extrême, il arrive à Odd et à bien d'autres personnes très sensibles de tout voir en noir, de craindre que ce ne soit plus possible de continuer à vivre avec l'autre, de vouloir remettre en cause l'ensemble de la relation, ce qui augmente le désarroi autant que la douleur. La personne blessée est incomprise, blessée aussi parce qu'incomprise, a l'impression de tourner dans le vide comme une toupie. Cette image revient souvent dans le discours des patients. Elle serait prête pour que cela s'arrête à provoquer la pire chose qu'elle puisse envisager, la séparation. Je m'écoute pas, je me casse. L'essentiel est déjà que la personne hypersensible arrive à mieux comprendre sa situation avec autant de clarté d'esprit et d'acuité que cela lui est possible. Après quoi, elle peut découvrir comment ne pas se laisser emporter par cette contagion, reprendre la main sur ce qu'elle vit elle-même. Comment faire pour ne pas se laisser happer par cette capillarité affective,
Comment faire pour ne plus subir et alimenter ce cercle vicieux? Nous l'aborderons plus concrètement dans la troisième partie, mais le principe fondamental est de revenir à soi, à ses sensations corporelles, sa respiration, son mouvement, ses attentes personnelles, son désir propre et ses projets. J'ai tellement peur que tu m'abandonnes. Petite illustration. Moi, j'ai plus peur d'être abandonnée par personne. De la mise à l'écart à la crainte du rejet. Exercice 8. Comment vivez-vous vos émotions? Vous submergent-elles facilement à la surface ou au contraire les gardez-vous enfouies tout au fond de vous? Avez-vous tendance à rire aux éclats, à vous exciter rapidement, à vous inquiéter, à pleurer ou vous fâcher pour des raisons qui échappent aux autres? Vos émotions provoquent-elles des réactions physiques, maux de ventre, transpiration, battements de cœur, migraine? Quelles sont les émotions qui vous troublent le plus? Viennent-elles aussi perturber votre relation amoureuse? La peur d'être rejeté. Le rejet. La réceptivité émotionnelle est probablement l'aspect le plus compliqué et éprouvant pour la personne sensible. Crochet, 3 petits points, fermez les crochets. Non seulement nous vivons un spectre d'émotions bien plus large que la moyenne des gens, mais nous vivons aussi tout avec beaucoup plus d'intensité. Nous réagissons avec plus d'émotion à chaque chose qui se présente dans notre vie, qu'elle soit négative ou positive, écrit Elle se marie Brunner. Hop, site, page 46. C'est d'ailleurs cette caractéristique qui attire des appellations des colibés, aussi faux et dévalorisants qu'injustifiés. Douillet, voire redouillé affectif, terminologie employée par un psychiatre pour désigner ses patients sensibles, chouchotte, chichiteux, capricieux, mièvre, larmoyant, etc. Si ces imprécations sont fréquemment adressées à une personne très sensible dans sa famille ou sa relation amoureuse, moi j'aime bien le mot fragile, vachement fragile, moi. Il n'est pas étonnant qu'elle finisse par faire naître en elle un sentiment de honte. L'émotion puissante des ultrasensibles concerne 2 phénomènes conjoints de résonance ou d'écho qui complètent ceux que nous avons déjà vus précédemment. L'enchevêtrement des émotions qui s'activent, voire se renforcent les unes avec les autres, s'accumulent et peuvent engendrer une forme de confusion. Antoine est un homme très sensible qui cache sa sensibilité derrière un aspect sérieux, presque austère, et un grand savant intellectuel déconnecté de son corps. Dès qu'une émotion se présente à lui, il préfère la fuir sans vraiment réussir à s'en débarrasser. Il se rend bien compte avec le temps que ces émotions restent en attente de reconnaissance et qu'elles se mélangent les unes avec les autres. Il ne sait plus alors s'il s'agit de peur, de tristesse, de colère, d'ennui, de déception ou même de toute autre chose. Il se sent confus et se réfugie encore plus dans l'abstraction mentale, ce qui l'éloigne de plus en plus de sa femme. Antoine ne sait même plus ce qu'il ressent pour elle et s'installe dans une routine qui lui déplaît plus encore qu'elle pourrait le rassurer. 2. L'amplification des affects par laquelle chaque émotion retentit plus fortement que ce qu'elle représente ou signale réellement. Depuis toujours, je porte bien mon prénom de Fleur car je suis Fleur Bleue. J'adore les comédies romantiques, La La Land par exemple. J'aime pas La La Land. J'aime pas. C'est du gâchis. La La Land. Les dessins d'animation à la japonaise, Le Voyage de Chihiro, les belles histoires, Elle et lui, qui montrent la force des émotions et m'apportent de l'espoir dans cette vie compliquée. Au contraire, je ne supporte pas les films trop durs et me mettent mal à l'aise comme si c'est moi-même qui ressentais la souffrance. Par exemple, je n'ai pas pu regarder jusqu'au bout le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, pas encore vu, car je portais toute sa souffrance. Ce témoignage confirme le malaise face à la violence que nous avons déjà mentionné. Quand on est très sensible, on ressent les émotions beaucoup plus amplifiées que les autres personnes. Rose. Les personnes comme Rose ont souvent l'impression que les émotions qu'elles ressentent grandissent en elles avant même qu'elles puissent les repérer et choisir de faire quelque chose pour prendre de la distance, comme si, dans l'exemple, arrêter de regarder le film. Cette amplification de ressenti est très nette dans une relation amoureuse où elle vient décupler la passion, l'attirance, le désir, l'euphorie, mais aussi les désillusions, les regrets, les moments d'empathie, de répulsion et de mécontentement. Ce phénomène d'enchevêtrement et d'amplification et des émotions sont involontaires. Ils échappent à toute possibilité de contrôle. Prenons l'exemple de la peur, qui est une émotion très profonde.
Aucun raisonnement rationnel ne suffit à la faire totalement disparaître. De même, il ne suffit pas de dire à quelqu'un « sèche tes larmes » ou « pense à autre chose » pour faire s'évaporer un chagrin. De ce fait, la formulation, pourtant très utilisée, gérer ses émotions, est une illusion. La réalité des émotions est beaucoup plus complexe et nous déroute immanquablement, tout autant que nous sommes, tout simplement parce que nous sommes humains. Cela ne veut pas dire qu'on ne puisse rien faire, au contraire, nous y reviendrons au cours de la troisième partie. Disons pour l'instant que l'enchevêtrement et l'amplification des émotions rendent la raison plus compliquée aux ultrasensibles et leur apportent autant d'extase que d'inquiétude, si ce n'est d'angoisse dans leur vie amoureuse. Laisse-nous tranquilles avec tes émotions. Tel est plus ou moins le vœu qu'exprime ou laisse d'entendre bien des individus qui entourent une personne très sensible. De même, dans un lien amoureux, la personne la moins sensible des deux, ou la moins émotive, peut facilement avoir tendance à demander à l'autre de moins montrer ses émotions, ou de moins être ému, comme si c'était possible. Car l'émotion d'autrui nous dérange au sens propre. Elle nous fait sortir du confort de notre ordre habituel, dans ou par lequel nous essayons de trouver notre équilibre. Rejeter l'autre pour mettre à distance ses émotions gênantes. Lors d'un malentendu dans un couple, non seulement les émotions se sont intriquées, accumulées et amplifiées, mais la mise à l'écart de la personne qui dérange correspond avant tout à la mise à l'écart des émotions gênantes. Ainsi, se débarrasser de l'autre, le repousser, voire le quitter, correspond parfois uniquement à une manœuvre psychique qui vise à se débarrasser d'émotions que l'on ne supporte pas et de prise de conscience sur soi-même que l'on ne se sent pas prêt à accepter. Les expériences de rejet vécues à l'âge adulte par une personne très sensible dans un groupe ou dans un couple ou dans une famille font très souvent écho à des situations similaires dans leur vie affective et amoureuse, présente ou passée. Ces moments douloureux peuvent donner l'impression d'une répétition décourageante, voire d'une sorte de fatalité désespérante. Nombreux sont les témoignages allant dans ce sens. De surcroît, dans les récits de vie que j'ai pu recueillir, beaucoup d'hypersensibles mentionnent de cruels moments d'abandon ou d'humiliation lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents. Enfant, Antoine a été abandonné de nombreuses fois par sa mère, qui était seule avec lui, après avoir quitté son père. Il arrivait fréquemment que la mère d'Antoine le laisse dans l'appartement la journée pour aller faire des courses qui s'éternisaient ou le soir seul dans son lit. Le petit Antoine n'arrivait pas à s'endormir. Sa mère allait voir des hommes et pouvait le laisser ainsi des heures ou toute une nuit complètement isolé et désemparé. Antoine regrette de ne pas arriver à aimer une femme. Dans chacune de ses relations, il se laisse choisir, puis il s'accroche à sa compagne, non par amour, mais par peur d'être de nouveau abandonné. Sa vie amoureuse n'est pas heureuse, il le reconnaît, sans savoir pour l'instant comment faire pour changer de mode relationnel et affectif. Ces blessures d'abandon ou de rejet rendent ceux qui les ont vécues plus vulnérables en amour. Ils sont à la fois plus en demande, plus sur la défensive et plus prompts à être déçus sans oublier qu'ils sont, en plus, souvent peur de gêner l'autre. La crainte de gêner, de déranger. La crainte de déranger. Comme appris pris très tôt dans l'enfance ou durant une précédente relation amoureuse, un être hautement sensible peut redouter de prendre trop de place, d'en faire trop, et craint de se rendre insupportable, donc d'être brutalement exclu d'un groupe ou d'une relation. J'ai peur d'être rejetée, c'est lié à mon passé douloureux car j'ai vécu beaucoup d'abandon de la part de ma famille, puis lors de ma première relation amoureuse. Cela me colle à la peau. Je dis souvent à mon mari que je ne sais pas comment il fait pour rester avec moi. Je suis tellement difficile à vivre avec mes sautes d'humeur. Rose. Cette préoccupation pour autrui est très fréquente, surtout au sein du lien d'amour. Jessica complète le partage de Rose. En fait, j'ai peur de blesser mon compagnon. J'ai peur qu'il me dise que je prends trop de place, que j'en fais trop. Il m'arrive en ouvrant ces messages d'avoir une peur subtile de lire « Bon, c'est fini, on va arrêter là ». Je me rends compte que cela vient de mon enfance et de ce qu'on a dit de moi, surtout quand je m'affirmais. Mes parents me faisaient des reproches pour me faire taire. Ces reproches étaient comme des coups. Je connais. Je ne veux plus croire à ces méchantes phrases. Moi non plus. Je veux croire que j'ai ma place et que l'on peut communiquer en cas de besoin et de désaccord sans risquer d'être rejeté. Jessica. Ainsi, fondamentalement, la personne ultra-sensible attend de son partenaire amoureux d'être accueilli, c'est-à-dire accepté dans sa fragilité, protégé du rejet ou même de l'abandon, qu'elle redoute plus particulièrement. À défaut de pouvoir souhaiter une garantie contre l'abandon,
qui n'existe pas en réalité, elle souhaite au moins être comprise et reconnue par son partenaire amoureux. Petite illustration, Lola, qu'est-ce que tu attends de moi? 3 fois rien, simplement que tu me comprennes. Être enfin compris. Exercice 9. Avez-vous tendance à être très proche de votre partenaire amoureux au point d'avoir sans cesse besoin de sa présence? Dans l'affirmatif, est-ce le cas pour toutes vos relations ou seulement dans les relations amoureuses? Peut-être même uniquement cette relation-là. Essayez d'évaluer honnêtement votre degré de dépendance ou d'indépendance amoureuse. Qui peut me comprendre? That is the question. L'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald, extrêmement sensible lui aussi, écrit avec délicatesse et la subtilité qui le caractérise. C'était un de ces rares sourires avec une qualité d'éternelle réassurance que vous ne rencontrez que 4 ou 5 fois dans votre vie. Crochet, 3 petits points, fermez les crochets. Quelqu'un vous comprend autant que vous souhaitez être compris et cru, de la même façon que vous aimeriez croire en vous-même, et vous assure qu'il est précisément convaincu que vous pouvez donner le meilleur de vous-même. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, Pékin Classique, 2006, page 48, traduction de l'auteur. Le besoin d'être compris existe fondamentalement chez tout être humain dès l'aube de sa vie. Pour l'être ultra-sensible, cela peut même devenir une quête, tant la compréhension des proches, mais aussi des enseignants puis des collègues, peut avoir été son lot quotidien, y compris au cours de certaines histoires d'amour qui se sont mal passées. Je me sens souvent incomprise. Il me semble percevoir les choses différemment. Je suis interloquée du comportement sans empathie ou sans bienveillance de bien des personnes. Moi aussi. Je me pense sur une autre planète et je me sens seule. Même mon mari, que j'aime depuis des années et qui me connaît plutôt bien dans l'ensemble, je n'arrive pas à me comprendre. Cela crée des angoisses car j'ai besoin d'aide et puis rien. Nola. Ce constat désabusé est fréquent, même si, encore une fois, une minorité de personnes hypersensibles affirment bien vivre leur sensibilité extrême. J'adore ce mot extrême. En être heureuse et ne pas en souffrir dans la relation avec les autres, notamment en amour. D'autres ont aussi la chance d'avoir rencontré un partenaire qui parvient à les comprendre suffisamment. Très souvent, je me sens incomprise du fait que je me sens complètement en décalage avec le reste de mon entourage, au travail, en famille, avec mes connaissances. Heureusement, comme mon mari est aussi hypersensible, ça m'aide énormément car il n'est jamais dans le jugement. La communication, l'écoute dans le couple, c'est vital, surtout lorsqu'on est hypersensible. Rose. 4, 5, 6. L'incompréhension dont souffrent les grands sensibles de la part de leur partenaire amoureux peut se manifester sous diverses formes. Une perplexité ou une gêne face à leur singularité, une indifférence à ce qu'ils sont, expriment, souhaitent, rêvent ou pensent, un refus ou un rejet de leur originalité, de leur imagination, de leur créativité, une tendance à la moquerie, à la dévalorisation, au cynisme, au sarcasme, à l'humiliation, comme ma mère, une culpabilisation, une volonté malhonnête ou malveillante de leur faire croire que leur sensibilité est un problème, une tare ou pire, une faute. Bien souvent, les hypersensibles sont familiers de ce type d'incompréhension qu'ils ont connu dans leur enfance ou leur adolescence. À l'âge adulte, cela ravive d'anciennes blessures. Dans les moments de célibat, cette difficulté se fait comprendre peut peser douloureusement et renforcer le sentiment de solitude, tout comme elle peut aussi favoriser une certaine sagesse, un détachement ou une plus grande clarté. Les personnes qui me comprennent, je les compte sur les doigts de la main. Je pense que j'accorde de moins en moins d'importance à ceux qui ne me comprennent pas, notamment ceux dont je ne suis pas proche. Avec les proches, cela dépend, je peux être un peu déçue. Tout dépend de l'ampleur du sujet d'incompréhension. Avec mon compagnon, s'il s'agit de valeurs fortes pour moi, je sais que je peux mettre fin à la relation. Certaines choses sont rédhibitoires. Maya. J'aime bien moi ce mot rédhibitoire. Cela pose donc la question de ce qui est attendu de l'autre dans la relation d'amour. Question plus importante qu'il n'y paraît, car au-delà des critères de choix et des valeurs à partager, existe cette soif de vraies rencontres et de partage profond dont nous avons déjà parlé, soif d'authenticité qui caractérise tant de grands sensibles. Quelles attentes?
Les vœux d'amour des personnes très sensibles se rejoignent sur l'essentiel de ce qu'est en réalité pour tout le monde l'amour lorsqu'il est vécu dans la sincérité partagée. La seule spécificité notable concerne la force de ces vœux. Que tout cela devienne possible, réel, tant cela leur paraît précieux et vital à cultiver, à favoriser, à protéger. J'attends de mon mari que notre couple ne soit jamais acquis. C'est une dynamique perpétuelle avec beaucoup de communication au calme pour pouvoir se comprendre et éviter les incompréhensions involontaires. La tendresse est irremplaçable, pas seulement dans les gestes mais aussi les attitudes. Mon mari me réveille chaque matin par téléphone avec des mots doux. Je souhaite partager beaucoup de moments avec lui, comme une balade ou la visite d'un musée, tout en gardant une vie sociale riche pour pouvoir mieux se retrouver ensuite. Se soutenir dans tous les moments de la vie. Rose. Beaucoup de personnes interrogées déclarent avoir un grand désir de contact physique, désigné comme essentiel, des câlins, des bisous, des massages, des caresses, le contact des mains, autant de formes d'expression de l'amour. Elles souhaitent dire également leurs sentiments grâce à des menus gestes intimes comme le bisou du matin et du soir, des mots doux, les petits cadeaux, les attentions délicates, les regards, les sourires, etc. Toutes ces manifestations de la présence dans la relation et de l'affection partagées dont elles ont tant manqué dans leur enfance, notamment dans la relation avec les parents. Je suis très attentive à exprimer mes sentiments. J'accorde beaucoup d'importance à la tendresse. J'ai vraiment besoin d'en recevoir et d'en donner. Câlin, regard aimant, contact physique, affection réelle, accueil entier. J'existe pour l'autre et réciproquement. Il m'écoute vraiment moi aussi. Je suis à la recherche d'une intensité et de la présence. Marie. Comme Antoine, qui n'avait pas reçu de marque d'affection et même d'intérêt de la part de sa mère, Nola souhaite vivre au fond tout ce qui caractérise un lien humain réel et fort. Comme moi. J'attends du partage, de la connivence, des silences, une grande compréhension mutuelle, de vivre simplement en s'émerveillant tous les deux. J'attends des regards qui parlent, des mots doux, des voyages, pour créer des beaux souvenirs qui nous accompagneront longtemps. Nola. C'est joli comme prénom ça, Nola. Nola. Ouais. Les aspirations amoureuses de l'individu dont la sensibilité est élevée se rejoignent autour de l'écoute, de l'attention, du respect, du partage, de la tendresse, de la communication, de la compréhension, de l'empathie, de la confiance, de la sincérité, de l'authenticité, de l'ouverture, du soutien, de la légèreté, de l'humour, de la surprise aussi et d'un espace parfois solitaire, parfois partagé pour la vie intérieure, émotions, rêves, désirs, pensées, sentiments. Enfin, il arrive souvent que les attentes envers l'autre correspondent à un désir de lui apporter autant, dans un vœu de donner en retour et un souci de réciprocité. Je ne me sens pas tout le temps à la hauteur de ce que je souhaiterais donner. Après une grande journée de travail, je n'ai pas forcément l'énergie pour m'occuper de mon mari, ce qui me chagrine. J'aimerais faire plus pour lui, mais je n'ai pas assez de temps. Quand je cuisine, je veux que le plat soit réussi, sinon cela m'angoisse. C'est mon côté généreux mais exigeant. Parfois, cela m'empêche même d'apprécier complètement les bons moments avec mon mari. Rose. Exigence. Sorry. Cette générosité dans la relation d'amour se traduit également par des doutes fréquents liés à l'appréhension d'avoir pu décontenancer l'autre de la même façon que l'on peut être soi-même décontenancé par des attitudes ou des propos l'on a mal compris. Je pense qu'il manque un que. Je peux être très enjouée lors d'un repas ou d'une sortie, un peu excitée peut-être, en tout cas de bonne humeur. Du coup, je me laisse aller plus que d'habitude. Je plaisante, je taquine ma compagne, je lui dis ce qui me passe par la tête. Quelquefois, je sens qu'elle ne comprend pas bien ce que je lui dis ou pourquoi je ris. Je vois une ombre passer dans son regard ou j'entends un silence un peu plus long que d'habitude. Après, une fois l'excitation retombée, je m'en veux, je crains de lui avoir fait de la peine et cela me pèse un beau moment, parfois même encore après qu'elle m'ait rassurée. Je me dis que je ferai plus attention la prochaine fois, mais quand l'ambiance est bonne, je redeviens joueur et cela recommence. Sylvain. Nous retrouvons dans cet exemple un autre paradoxe des personnes ultrasensibles. L'excès, les débordements et l'amplification d'un côté, la peur de mal faire, de déranger, de blesser de l'autre. Cette complexité affective est à la fois riche et source d'inquiétude. Elle explique le tempérament tourmenté des hypersensibles. Tourmenté. Quelques fausses routes. Comme nous l'avons vu avec Antoine, ces tourments, cette intranquillité
peuvent conduire une personne très sensible à choisir la sécurité plutôt que l'amour, surtout si cette personne est peu en confiance avec elle-même ou craint d'être délaissée. Ainsi, Catherine se trouve malheureuse dans un mariage qu'elle n'a pas vraiment choisi. Elle répète que sa mère s'est sacrifiée pour elle et pour son père comme si ce sacrifice ne l'autorisait pas à être heureuse, elle, et qu'elle devait se sacrifier à son tour dans une loyauté sans faille à sa mère. De son côté, Natacha ne se sent pas très libre dans sa relation avec son nouveau copain. Elle n'ose pas lui dire qu'elle a besoin de temps pour elle et pour voir ses amis parce qu'elle ne veut pas lui faire de peine. C'est comme moi avec mon ex de Nantes. Petit à petit, elle accepte ses chantages de peur de le rendre triste et qu'elle s'étiole progressivement en se repliant sur elle-même. Cependant, le plus souvent, la recherche de la sécurité avant tout mène à des relations fusionnelles ou de dépendance affective, selon l'expression consacrée. S. Tomasella, les relations fusionnelles et rôle 2016. La protection que semble apporter une relation fusionnelle ne suffit pourtant pas à atténuer la difficulté de la séparation et les débordements émotionnels qui en découlent, tout simplement parce que rien ne peut faire disparaître la sensibilité, à moins de s'en couper radicalement, ce qui n'est pas le choix que font les grands sensibles. Petite, j'ai été séparée de ma mère quelques années parce qu'elle était malade et j'ai très mal vécu la situation. Je n'ai pas réussi à tisser de liens forts avec mes grands-parents qui ont pris le relais sans gaieté de cœur. Aujourd'hui encore, à chaque fois que je quitte ma mère qui habite loin, je ne peux pas m'empêcher de pleurer à chaudes larmes comme un enfant. Je sais que cela peut sembler ridicule, mais c'est plus fort que moi. Je pensais que cela passerait après avoir trouvé l'homme de ma vie et fondé ma famille. C'est le cas, mais je réagis de la même manière quand je dois être loin de mon époux pour quelques jours ou quand mes enfants retournent chez eux après leur séjour chez nous. Mila. Cet exemple presque canonique, tellement il est clair, met en évidence de quelle façon la séparation fragilise puisqu'elle réactive une vieille plaie, ici l'abandon vécu lorsque Mila était toute petite. Du fait de cette blessure fondamentale, Mila est très sensible à la séparation lorsque s'éloigne une personne importante pour elle. Même si voir partir une personne aimée n'est facile pour personne, cela peut prendre des proportions qui dépassent la personne très sensible, d'abord chaînée par la force du chagrin qui la submerge, puis par celle de la honte qui vient bientôt s'y ajouter, dans ce tour de manège caractéristique où les émotions s'accumulent, s'enchevêtrent et s'amplifient. Ce phénomène est encore accru au sein de la relation amoureuse, où chaque personne se sent d'autant plus vulnérable que les sentiments et les enjeux existentiels y sont particulièrement puissants. Oh, un petit oiseau jaune. Hi. T'as que la chance, personne ne peut vous souffler. Parfois, je me demande si je ne suis pas autiste ou Asperger. Petite illustration. Loin des autres. Exercice 10. Voici le jeu du triangle. Il permet de repérer les modèles relationnels issus de nos parents qui influencent notre propre façon d'être en relation. Sur une feuille orientée au format paysage en long, écrivez le prénom de votre mère en haut à gauche, puis celui de votre père en haut à droite, enfin le vôtre vers le bas au milieu en laissant de la place en dessous. Sous chaque prénom, tirez un petit trait vertical pour créer 2 colonnes. Dans chaque colonne de gauche, vous inscrivez ce qui vous semble être une difficulté ou un défaut dans la façon d'être en relation de ce parent. Dans chaque colonne de droite, vous écrivez ce qui vous semble être un atout, une qualité dans leur façon d'être en relation. Qualité, ma mère. Commencez par vos parents, puis faites la même observation pour vous. Enfin, choisissez 4 stylos, feutres ou crayons de couleurs différentes. 2 pour les qualités et les défauts relationnels de votre mère. 2 pour ceux de votre père, pardon. Elle en a pas. Avec chacune des couleurs, entourez leurs colonnes, puis dans les vôtres, les qualités ou les défauts relationnels qui correspondent à ceux de chacun de vos parents. Que constatez-vous? Êtes-vous étonné? Il se peut que vous soyez un peu gêné ou déçu. Ça. Dans ce cas, essayez d'accepter que vous avez découvert sans vous juger. Cela facilitera les transformations qui se feront en vous d'elles-mêmes en profondeur. Une difficulté de contact au sein du couple. Il n'est pas rare que, même au sein du couple, l'ultra-sensible ressente une gêne ou de la maladresse pour entrer en contact avec l'autre.
Des décalages entre les partenaires peuvent alors se manifester avec la crainte pour l'hypersensible que cela lui soit reproché ou qu'il ne soit pas compris. Ces discordances, souvent profondes, constituent alors le ferment de la plupart des malentendus ou des disputes revenant régulièrement, laissant chaque fois chacun aussi désemparé. J'imagine un manque de tolérance à mon égard, une absence de patience, je me sens coupable, c'est la même chose avec mon époux, je me sens tout le temps en face de lui, Audrey. Beaucoup de gens sensibles, pas tous, ont tendance à se sous-estimer, pas moi, et ne se trouvent pas grande valeur. Ils en déduisent qu'ils ne sont pas réellement dignes d'être aimés, qu'ils ne sont pas intéressants ou même se voient petits par rapport aux autres, qui sont grands, comme s'ils n'avaient pas grandi. Ce type de croyance peut induire de comportements attentistes, voire infantiles. Je me croyais incapable de trouver une femme qui me convienne. Je me suis laissé choisir. Maintenant, je me sens forcée d'aimer ma femme. Wow. Elle me reproche de ne pas l'aimer assez. La relation tient par des compromissions. Je n'ai pas envie de la faire souffrir, je refuse systématiquement la confrontation. Je fais des contorsions pour tenir. Je m'accommode des situations insatisfaisantes, je manque de courage. Si je commence à parler, ma compagne va discourir pendant des heures sur sa souffrance, ou alors elle interprète chaque mot que je dis. Le dialogue est impossible, alors je préfère me taire. Antoine. Je n'ai pas une relation comme ça. Moi. Comme lui, d'autres regrettent d'être partis sur des mauvaises bases, le plus souvent pour créer une cellule familiale, en faisant passer ce projet avant l'amour, puis en acceptant d'en rabattre sur le bonheur, par peur du conflit, de la solitude ou aussi du fait d'une incapacité à mieux communiquer. J'ai au fond de moi quelque chose qui m'empêche de vivre ma vie et d'être heureux en amour. Une anxiété presque permanente, un vide intérieur. Je me sens seule au monde, isolée, enfermée entre quatre murs, sans famille, alors que j'ai une famille et que je ne vis pas seule. Rémi avec un I. Rémi se sent seul au monde, sans famille. C'est Rémi sans famille, ok. Cela aboutit à un repli sur soi qui peut virer à l'isolement, même au sein du couple. Pour lui, envisager de se retrouver seul dans un appartement semble impossible. Cela me fait trop peur. Avoue-t-il aussi désemparé qu'un tout petit. Même sans amour, je préfère la sécurité malheureuse à la liberté heureuse. La relation tourne en rond, rien ne progresse. Le décalage sensible et existentiel ne produit alors plus de dynamique, d'évolution. Se mettre hors jeu. La tendance à l'isolement ne correspond pas seulement à une façon de se retirer de ce qui semble trop difficile ou impliquant dans la relation, elle peut concerner aussi une forme d'absence à soi-même. Tu planes, tu n'es pas là, me dit ma femme. Et c'est vrai, je ne suis pas vraiment là. Je ne suis pas complètement née, je ne suis pas incarnée. Je n'ai pas été accueillie par ma mère lorsque j'étais bébé. Adolescent, je ne me sentais pas exister non plus pour elle. Je n'étais qu'une abstraction. Je suis restée sans mon travail. Dans mon travail, je suis beaucoup dans les concepts, les abstractions. Je ne suis pas en relation avec de vraies personnes en face de moi. Rémi avec un I. Rémi est ingénieur. Son métier est conceptuel. Il est aussi franc-maçon et se rend bien compte que les discussions lors des tenues sont très souvent abstraites. Il reste dans ce registre mental comme dans sa relation avec sa femme. Avec l'avancée en âge, beaucoup de grands sensibles constatent qu'ils récupèrent moins facilement et qu'ils ont besoin de plus de temps seuls pour se retrouver et se ressourcer. Comme Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, que j'ai toujours pas lu ou vu. Les individus hypersensibles expriment souvent leur préférence pour la présence et les jeux des enfants. Ils apprécient peu la compagnie des adultes dont les discussions sérieuses les ennuient. Aussi, certains d'entre eux se sont sérieusement demandé s'ils ne souffriraient pas du syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger est caractérisé par des difficultés importantes de socialisation associées à des comportements répétitifs. Peu d'entre eux ont passé le test, fastidieux, il est vrai, avec des résultats inégaux. En effet, les personnes dites Asperger ou précoces, ou présentant une forme d'autisme léger, sont fréquemment mais pas systématiquement hypersensibles. En revanche, l'inverse n'est pas forcément vrai. Comme nous l'avons précisé, les personnes à haut potentiel représenteraient environ 2% de la population contre 20 à 25% pour les hypersensibles. J'adore faire partie des minorités. Ne pas être comme tout le monde.
Ça, j'aurais kiffé fréquenter Oscar Wilde. L'amour est-il possible? Aussi, beaucoup de grands sensibles ont repéré que leur ultrasensibilité découle du manque d'amour dont ils ont pu souffrir dans le passé. Et sont alors d'autant plus déçus de ne pas recevoir autant d'amour qu'ils espéreraient dans leurs relations affectives. Dans mes relations amoureuses, j'ai donné beaucoup spontanément, sans recevoir en échange. Mais surtout, les souffrances et les incompréhensions sont venues de l'absence de connaissance de mon hypersensibilité. Je ne savais pas que mes réactions étaient aussi intenses à cause de mon hypersensibilité. Raphaël. J'adore ce prénom. Raphaël a pu croire aussi qu'on ne faisait pas assez attention à lui, alors qu'il attendait trop de ses compagnes susceptives. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pensé ou voulu me protéger des sources de souffrance liées à mon hypersensibilité. Au contraire, je ressens en retour des réactions d'incompréhension lorsque je me renferme pour me protéger. Enfin, mon hypersensibilité a aussi été une faille, une porte d'entrée que certaines femmes manipulatrices ont utilisée. Raphaël. Bénédicte confirme ce lien entre désamour dans l'enfance et hypersensibilité douloureuse. Je suis extrêmement sensible. Je pense que tout a commencé pour moi dans l'enfance. J'étais mal aimée, comme moi. Je suis timide et anxieuse. Depuis, j'ai évolué, mais j'ai vécu bien des déceptions en amour. Quand je rencontrais un homme, je faisais celle pour qui tout va bien, mais ce n'est pas vraiment moi. Je n'ose pas mettre des limites et je suis vite agacée. Je ne veux pas, c'est dur. J'ai surtout une grande sensibilité envers les animaux. Je me demande si je les aime plus que les humains, car eux ne me déçoivent pas. Bénédicte. Pareil. C'est tout à fait moi. Aussi, lors de l'enquête, beaucoup de femmes et d'hommes très sensibles, notamment après 40 ans, ont déclaré ne plus pouvoir se lancer dans une relation amoureuse. Pour celles et ceux qui s'y risquent tout de même, comment vivre au mieux leurs amours? Nous allons nous pencher concrètement sur cette question dans la prochaine partie. L'hypersensibilité ou la chance d'un supplément d'âme. Gardez en mémoire que l'un des souhaits les plus chers de la personne ultrasensible est d'être comprise. À partir de son histoire personnelle, souvent empreinte de malentendus, de manque et de blessures, s'est dessinée son extrême sensibilité qui l'accompagnera tout au long de sa vie et qui ne demande qu'une chose, être acceptée et accueillie. Quand cela est possible, l'hypersensibilité est alors vécue comme une chance, comme un supplément d'âme qui permet de tout vivre plus intensément. Que ce soit les sensations, les émotions, les sentiments, chaque mouvement de sa vie intérieure vient la surprendre et la toucher profondément. Chaque relation, et davantage la relation amoureuse, ressemble pour elle à une aventure tant elle s'implique et se donne dans un élan naturel et spontané. Son mode de vie tout en délicatesse lui apporte de grandes joies, mais aussi de nombreuses craintes, comme celle de déranger ou d'être rejetée. De ce fait, en amour, la personne hypersensible a un grand besoin d'être accueillie, d'être sincèrement aimée, de recevoir des marques d'attention, et plus que tout, elle espère de la tendresse et de la douceur. En contrepartie, elle est capable de beaucoup pour sa partenaire, car elle souhaite réellement son bonheur et se démène pour y contribuer. Le revers de la médaille est sa tendance à la saturation émotionnelle qu'elle peut apprendre à repérer et à écouter pour se reposer et se ressourcer avant de pouvoir revenir vers l'autre avec une plus grande disponibilité. Fin de la deuxième partie. La troisième partie, c'est pour plus tard ou demain. Troisième et dernière partie pour plus tard, fin de la vidéo. Je vais tendre mon linge. Bisous.